Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la salle de presse du circuit Chang à Buriram. On va essayer de faire vite parce qu'il est bientôt 22h40 et que la salle de presse va bientôt fermer. D'ailleurs, il n'y a plus personne. Je crois qu'il n'y a plus personne. Donc, le premier jour du test MotoGP de Buriram en Thaïlande. On va mettre le classement. Hop, et on va le mettre en grand. Voilà, on va commencer par là. On va faire marque par marque. On débute par Ducati. Donc, doublé Marquez et triplé Ducati. Marc Marquez, 1,29,1. C'est un chrono qui fait à 17h55, juste avant la fin du test. Pourquoi? Eh bien, les conditions étaient moins défavorables, on va dire. 32 degrés à ce moment-là, contre 36 pendant la journée, 35-36. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a eu pas mal d'activités en piste d'entrée de jeu dès 10h, 10h30, parce que voilà, après, on savait qu'il allait faire chaud. Donc que le roulage allait être plus compliqué. Marc Marquez qui est à un peu moins de 5 dixièmes du record absolu du circuit, une 28,7 par Pecco Bagnaia au Grand Prix en pôle en octobre dernier. Marc Marquez, il nous a confirmé, tout comme d'ailleurs Bagnaia, que c'est sans doute la base de la Ducati GP24 qui va être utilisée pour les motos officielles GP25. Alors pourquoi ? La moto qui va être homologuée, la GP25 par Ducati, elle l'est pour les 2 prochaines saisons, en raison du gel du développement moteur. Du fait qu'il y ait un nouveau règlement en 2027, le développement du moteur, notamment, va être gelé pour 25 et pour 26. Donc, pas le droit à l'erreur, parce que sinon, c'est pour 2 ans qu'on a cette erreur. La GP25, elle est très performante, mais il y a quelques doutes, il y a quelques points sur lesquels il y a des désavantages par rapport à la GP24. Et pour ne pas prendre de risques, pour ne pas jouer avec le feu, Ducati qui va se diriger vers un retour de la base de la GP24 parce que celle-ci a fait ses preuves tant en termes de rendement que de fiabilité sur une multitude de circuits. Voilà, donc ça c'est pour Marquez et Bagnaia. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un collègue qui me suggérait que pour Fabio Di Giannantonio, on n'avait pas encore la réponse parce qu'il n'est pas là, hein, Di Giannantonio. Est-ce que lui, il aurait le droit de garder la GP25 et tenter un coup de poker? On va voir, on posera la question demain à la VR46. En tout cas, cela veut dire que la différence entre la GP24 de Alex Marquez, de Franco Morbidelli, de Fermin Aldeguer notamment, et la GP25 sera moindre, donc la différence 24-25 sera moindre que la différence 23-24 où il y avait vraiment eu un écart assez conséquent au niveau des performances. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Alex Marquez et il me disait, quoi qu'il arrive, de toute façon, la différence 24-25 allait être moindre parce que 23-24, il y avait vraiment beaucoup d'évolutions qui avaient été faites. Alex Marquez, ça tombe bien, on parle de lui, il est deuxième aujourd'hui après avoir été meilleur temps à Barcelone et meilleur temps à Sepang il y a quelques jours. Il fait une super pré-saison, Alex Marquez. Il a une moto qui est déjà parfaitement réglée. Il est plus rapide que Morbidelli, qui lui avait déjà cette moto, la GP24, l'année dernière. Donc, à suivre. Marc Marquez nous a dit qu'il avait été impressionné par son frère. Voilà pour Ducati. Un petit mot peut-être aussi sur Fermin Aldeguer, qui est un rookie qui... Fermin Aldeguer, on le retrouve ici 14e. Voilà, il a un peu plus de mal sur cette journée à Buriram qu'à Sepang, mais c'est du fait de la piste. Hein. C'est une piste qui lui convient moins bien. Donc voilà, l'adaptation MotoGP qui continue pour Aldeguer. Qui est-ce qu'on a derrière? Aprilia. Voilà, Bezzecchi. On va parler de Bezzecchi et d'Aprilia. Bezzecchi, on le retrouve ici, le premier pilote non Ducati du classement. Une 29,7, il est déjà à 2 dixièmes du record absolu d'une Aprilia sur la piste de Buriram. Vignales avait fait une 29,5, si ma mémoire est bonne, en practice l'année dernière. Donc voilà, une 29,7, c'est un super chrono pour Bezzecchi. On a parlé avec Raúl Fernandez qui disait qu'il s'attendait à voir Bezzecchi rapide ici parce que Buriram est un circuit qui lui convient bien, mais l'adaptation rapide de Bezzecchi à l'Aprilia en général surprend Raúl Fernandez. Raúl Fernandez, lui, il est 19e et il est surtout blessé. Alors, il s'est fait opérer de la main droite, mais c'est le pied gauche qui le fait souffrir. Pied gauche également, 2 doigts cassés il y a une semaine. Pas opéré, ce pied gauche. Donc voilà, les virages à gauche, il a beaucoup de mal. Mais il se dit chanceux d'être là seulement une semaine après son accident. Et maintenant, il y a du travail à faire sur l'Aprilia, mais il y a aussi pour lui de l'attente avant d'être à 100%. Il espère être à 100% pour le Grand Prix de Thaïlande le week-end du 2 mars.
On verra d'ici là. On aura le retour de Jorge Martin aussi en Thaïlande. Ce sera important pour Aprilia. Donc Jorge Martin, parce que là, Aprilia a la base de la moto 2025. Hein, ça a été confirmé. Donc Jorge Martin va arriver avec une moto qu'il a finalement peu utilisée, puisqu'il s'est blessé à Sepang. Ce sera un défi supplémentaire pour le champion du monde. Fabio Quartararo, ben, c'est le moment de parler de Yamaha. Alors les Yamaha, on les retrouve 10e avec Jack Miller, 12 avec Rins, 13 avec Quartararo et 17 avec Oliveira. Donc Fabio Quartararo, il nous a expliqué qu'aujourd'hui, c'est le train avant qui avait posé problème. Il avait du mal, notamment sur les freinages, ce qui est l'un de ses points forts. Sensation assez étrange, peu importe le pneumatique qu'il mettait. Voilà, bon, ça, c'était... À part ça, il a quand même pu travailler sur la Yamaha, mais c'est vrai qu'au niveau du chrono, c'est pour cette raison qu'il a eu du mal à aller chercher les 1,29. Son coéquipier Alex Rins, il n'a pas eu ça, il a eu ça sur un pneu. Blando, donc c'est quand il a mis les pneus tendres pour les taquiner du chrono. Mais sinon, Rins n'a pas eu ce problème-là. Rins, il estime que la réalité de Yamaha, c'est celle qu'on voit ici à Buriram, et non pas celle qu'affichait Quartararo à Sepang. C'était ses propos tout à l'heure. On sait aussi que Quartararo arrive souvent à se détacher par rapport aux autres pilotes Yamaha. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. À voir demain. On espère que, et Quartararo a d'ailleurs espéré avoir l'occasion de faire de bons time attack. Yamaha, c'est aussi Jack Miller qui nous. Alors, par contre, voilà, Quartararo nous disait quand même qu'il y avait un step qui avait été passé au niveau du moteur, donc ça c'était positif. Et qu'au niveau de la stabilité sur les freinages, en Thaïlande, il avait eu du mal l'année dernière, donc là, ça avait l'air d'être un petit peu mieux. Mais encore une fois, à confirmer demain. Miller, il nous a expliqué, lui, qu'il était surpris de s'adapter aussi bien à cette Yamaha, qui lui donne beaucoup de confiance en l'avant, justement, et c'est ce qui lui manquait ces dernières années. Donc voilà, maintenant, il travaille évidemment sur le grip arrière, Jack Miller, pour grip arrière qui est l'un des gros soucis de Yamaha ces dernières années, donc pas étonnant qu'il ait mentionné ça. Mais content, Jack Miller, hein, meilleur pilote Yamaha du jour. On a 4 pilotes à Yamaha en piste. On rappelle que Pramac est passé de chez Ducati à Yamaha, ce qui a forcément aidé au niveau du développement et du partage de données, etc. Johan Zarco. Johan Zarco, alors je vous ai mis son audio en français, dans une vidéo qui est sortie tout à l'heure. Johan Zarco, pour résumer ce qu'il nous dit dans cet audio, 7e temps. Un bon time attack, hein, il visait le top 7, donc c'est bien. Par contre, plus de mal à maintenir ce rythme, à maintenir sa vitesse sur la durée. C'est un peu ce qui le chagrine à Johan Zarco. Ça veut aussi dire que le projet Honda a passé un cap. Maintenant qu'il ne parvient pas forcément à être parmi les plus compétitifs, il y a un peu plus de frustration qu'il y a un an. Donc dans un sens, c'est positif. Ça veut dire que les objectifs changent parce que le projet progresse. Mais voilà, Johan était un petit peu chafouin, un petit peu frustré. Il avait du mal à maintenir ce rythme, un petit peu comme l'année dernière. Meilleur en qualification que sur la durée. Alors évidemment, s'il faut choisir l'un ou l'autre, c'est mieux aujourd'hui d'avoir une bonne qualification parce que les remontées sont très compliquées. Si tu pars de loin, c'est pas que le Grand Prix est gâché, mais pas loin. Donc voilà, est-ce que Honda va réussir à trouver une solution pour ce problème que rencontre Johan? En tout cas, chez Honda, regardez le meilleur temps. Il est signé Luca Marini, 1,29,9. Il est plus rapide que son temps de qualification l'année dernière, il y a quelques mois avec la Honda. Donc ça progresse chez Luca Marini. On avait vu déjà fin 2024 qu'il gagnait une position après l'autre au classement. Mais bon, à l'époque, c'était de 17 à 16, de 16 à 15, de 15 à 13. Donc pas très visible. Et puis là, on le retrouve à bonne posture, bon classement. Plutôt positif, ça fait plaisir pour Luca Marini parce que c'est vrai que les visages fermés, un petit peu atteints de la saison passée, là, c'était pas le cas ce soir. Donc voilà, à confirmer demain. Joan Mir a eu un petit peu plus de mal aujourd'hui. Et Somkhat Chantra, lui, il continue à apprendre. D'ailleurs, un moment sympa qu'il y a eu aujourd'hui entre Johan Zarco et Somkhat Chantra. C'était pas prévu, hein, mais ils sont sortis ensemble vers 13h30 et voilà, on a vu que Johan tirait un petit peu Somkhat. Somkhat a expliqué ensuite qu'il avait demandé de l'aide à Zarco à différents moments de la journée, même à Sepang, qu'il était très content de la relation qu'il a avec le Français. Il rigole bien et puis Johan l'aide beaucoup. Donc voilà, Zarco, lui, c'est une attitude qu'il a souvent. On le voit aussi
allait faire ça un petit peu avec Marie Balthus à l'entraînement. Puis en général, hein, c'est quelqu'un qui est dans la transmission. Donc voilà, en tout cas, Johan, ça lui fait plaisir. Il nous disait qu'en Somme 4 applique ses conseils, applique les conseils qu'il lui donne. On va terminer par KTM. Alors KTM, on aurait bien aimé vous donner beaucoup de détails, mais il y a un petit problème, c'est que on ne peut pas parler à Pedro Acosta et à Brad Binder. Alors la raison officielle, c'est que la personne qui s'occupe de la presse de l'équipe officielle KTM n'est pas là, et donc elle ne peut pas les accompagner. Voilà. Bon. On en pense ce qu'on en pense. L'équipe Tech 3, elle a bien sa press officer qui est là, et donc on a pu parler avec Bastianini et avec Vignales, qui continuent tous les deux à s'adapter à la KTM. Vraiment, on sent dans leurs mots qu'ils ont besoin de temps pour arriver à bien la maîtriser, à bien la comprendre et à aller chercher ces quelques dixièmes qui font la différence entre, là on va regarder leur classement, voilà, 16 pour Bastianini, 18 pour Vignales, donc entre ça et puis quand ils seront dans le top 10 avec Binder qui est 9 et puis Pedro Acosta qui est 5. Pedro Acosta, lui, alors on n'a pas pu le voir, mais il faut souligner qu'il a été rapide toute la journée, une 29.9. Marc Marquez nous a signalé que sa simulation de course avait été très bonne, qu'il s'attendait à l'avoir devant en course. Donc voilà, on verra si demain on peut leur parler à Pedro Acosta et à Brad Binder. On a fait la demande, hein, qu'ils essayent de nous arranger un point presse. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour aujourd'hui. Ça fait quoi, 11 minutes, quasiment 12 minutes. Bon, il est temps de plier les affaires et de laisser les personnes qui s'occupent de la salle de presse la fermer. On se retrouve demain pour la suite et la fin de ce test de Buriram et de la pré-saison 2025 de MotoGP. Salut!